Bienvenue dans ce nouveau décryptage en profondeur. Aujourd'hui, on se penche sur un document géopolitique qui fait pas mal de bruit en ce moment. Ouais, c'est la transcription de cette fameuse vidéo intitulée Tucker Carlson, Response to Israel's War on Iran. Exactement. Et notre mission, c'est vraiment d'extraire l'idée centrale de ce discours pour comprendre sa mécanique, tu vois, loin du brouhaha habituel. C'est super important de prendre ce recul, oui. Mais avant d'aller plus loin, il y a un rappel essentiel à faire. Ce texte est politiquement très, très polarisant. Absolument. Les opinions de la source sont extrêmement marquées. Donc je vais être très clair là-dessus. Notre but aujourd'hui, c'est pas du tout de prendre parti ou de valider ses propos. On garde une neutralité absolue. On enfile nos blouses de labo pour analyser froidement la rhétorique, sans jamais cautionner ou soutenir ses points de vue. Tout à fait. On observe juste comment l'argumentaire est construit, à froid. Voilà, je suis ravie qu'on soit sur la même longueur d'onde. D'accord, décortiquons tout cela. L'affirmation choc dès le départ, c'est que ce conflit avec l'Iran, ça serait pas du tout lié à la sécurité nationale américaine. Non, selon la source, il s'agirait plutôt d'une guerre déclenchée par la volonté absolue d'Israël d'imposer une hégémonie totale sur la région. Une hégémonie totale. Et comment il justifie ça concrètement? Ce qui est fascinant ici, c'est comment il détaille cette thèse à travers trois cibles stratégiques bien précises. Premièrement, l'objectif serait de détruire l'influence et la stabilité du Conseil de coopération du Golfe. Les États du Golfe, donc. En gros, neutraliser la concurrence locale. Exactement. Ensuite, le deuxième objectif, et c'est peut-être le plus audacieux, ce serait d'évincer purement et simplement les États-Unis du Moyen-Orient. Attends, évincer les États-Unis? Mais comment ça se justifie dans le texte? L'argument, c'est de démontrer l'incapacité américaine à protéger ses propres alliés. Sous une pluie de missiles, l'image de la superpuissance protectrice serait définitivement brisée. C'est quand même une vision super radicale, hein. Utiliser le conflit pour prouver l'impuissance de son propre allié, aux yeux du monde. Et la troisième cible, alors? Elle concerne l'Europe. Le texte affirme que cette instabilité provoquerait, de façon intentionnelle, une crise migratoire massive. Le but serait de submerger l'Europe de l'Ouest, reproduisant les scénarios des guerres passées. C'est vraiment un tableau apocalyptique, quoi. Mais la source n'hésite pas à donner des exemples très pointus pour ancrer ce récit. Je pense notamment à cette déclaration de Naftali Bennett. Ah oui, quand il qualifie la Turquie de «nouvel Iran», l'auteur s'en sert comme preuve irréfutable d'une ambition régionale sans limite, une recherche constante d'un nouvel ennemi à abattre. Et cette technique de ciblage, elle s'applique aussi beaucoup aux politiciens américains. Complètement. Le sénateur Tom Cotton est pris comme exemple type pour déconstruire la rhétorique militaire. Cotton promettait une campagne avec une absence totale de troupes au sol. Le fameux mythe de la guerre propre depuis les airs. C'est ça. Et la source rejette cette idée avec une force incroyable. Elle dit que prétendre accomplir un changement de régime uniquement par des frappes aériennes, c'est un mensonge total. Ça finit obligatoirement par sacrifier des forces terrestres. Ça démonte bien les discours habituels. Mais si nous relions cela à une perspective plus large, pourquoi c'est vital pour ceux qui nous écoutent de s'intéresser à la structure de ce texte? C'est crucial parce que ça permet d'observer de l'intérieur comment des récits géopolitiques complexes sont construits pour influencer l'opinion publique. Face à des narratifs de cette ampleur, l'esprit critique est vital pour décrypter les justifications souvent opaques des guerres. Et d'ailleurs, en tirant les fils de cet argumentaire, la conclusion de l'auteur est sans appel. Il exige un retrait immédiat et total des forces américaines du Moyen-Orient. Pour lui, il n'y a absolument aucun avantage à y rester. Mais, et voici où cela devient vraiment intéressant, à la toute fin du texte, on a un virage à 180 degrés. On abandonne totalement la géopolitique traditionnelle. Oui, on entre dans une dimension très inattendue. Le conflit est soudainement redéfini comme une véritable guerre spirituelle. C'est un changement de paradigme assez déconcertant. Le texte critique très sévèrement les leaders chrétiens américains pro-guerre. Particulièrement le pasteur John Hagee. Ses appels à l'action militaire sont dénoncés comme étant en opposition frontale avec les véritables principes chrétiens. Et ça se termine carrément sur une prière de paix du grand théologien John Henry Newman. Opposer les armes à la prière, c'est une technique rhétorique extrêmement puissante pour ancrer ce message anti-guerre dans une tradition spirituelle profonde. Ce qui laisse une dernière pensée assez vertigineuse à méditer. Dans quelle mesure le fait de redéfinir un conflit géopolitique moderne en une guerre spirituelle ancestrale modifie-t-il la capacité d'une société à percevoir, juger et accepter réalité pragmatique et souvent brutale de la violence armée? C'est une question complexe à explorer par soi-même.